Plonger dans le monde du libre avec Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui du CRA, le Cyber Resilience Act, avec un scoop. Oui, Louis Carton m'a fait découvrir le premier cas, en tout cas à ma connaissance, d'un logiciel libre qui a été retiré du marché européen et retiré complètement d'Internet. C'est possible ça de retirer un logiciel libre? Alors c'est possible pour l'auteur, parce que si on en a une copie, on peut continuer à la garder, la publier. Mais l'auteur, lui, qui s'appelle Mark Summerfield, de la société Qtrack, a décidé de retirer tous les logiciels libres qu'il a fait d'Internet et de ne plus vendre ses logiciels propriétaires qu'en dehors de l'Union européenne. Et on parle donc d'un logiciel qui s'appelle DiffPDF, qui est très pratique pour comparer deux fichiers PDF, mais aussi 15 autres petits logiciels, Axelint, AMP, ChatFind, Clip, Editable, Gravitate, M7, Minicalc, Murmure, Retez, TDB, TKM, UXF, tous ces composants qui ont l'air de rien, qui sont des petits composants faits par un auteur, en fait, participent à la création de l'énorme fourmilière qui est, en quelque sorte, le bazar du logiciel libre. Et lorsque des entreprises comme Qtrack voient leur existence menacée par le Cyber Resilience Act, en fait, c'est toute l'économie du libre qui est menacée, parce que la communauté, ce sont d'abord des auteurs qui vivent à travers des entreprises, qui vendent des services à des utilisateurs. Et donc, en 2024, au début, Mark Summerfield a annoncé qu'il retirait tous ces logiciels libres et cessait de les commercialiser en Europe. 2025, tu veux dire? 2024. Ah! Oui, on s'en est aperçu que maintenant. Et pourquoi une décision si radicale? Alors, le mieux, c'est que je lise ce qu'il a écrit, c'est assez court. Ouais. Et c'est bien expliqué. Donc, la directive européenne sur la cyber-résilience est entrée en vigueur en 2024 et prévoit un délai de grâce de 3 ans pour la mise en conformité. Nous pensons qu'il est impossible pour une petite entreprise comme la nôtre de se conformer à cette directive. C'est pourquoi nous avons cessé de vendre nos logiciels dans tous les pays qui adoptent le CRA ou un équivalent local. Cela inclut tous les pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et d'autres pays ayant accès au marché unique comme la Suisse et le Royaume-Uni. Et sur le CRA, Mark Summerfield explique, donc c'est limpide, il nous semble que le CRA a été rédigé par l'un des grands cabinets de conseil afin de générer autant de revenus que possible en matière de conformité, tout en évinçant les petites entreprises qui ne peuvent ni se mettre en conformité elles-mêmes, ni se permettre d'engager un cabinet de conseil pour le faire à leur place. Le CRA ne prévoit pas de dispositions appropriées pour les petites entreprises et les développeurs de logiciels libres, ce qui les expose à des risques juridiques considérables. Pour les développeurs de logiciels libres, cela signifie que certains d'entre eux font pour le plaisir ou par intérêt quelque chose qui devient alors extrêmement risqué en cas de poursuite. Et pour les petites entreprises, le poids de la bureaucratie supplémentaire et les risques additionnels d'actions juridiques prédatrices rendent la vente en Europe extrêmement peu attrayante. Dans l'ensemble, le CRA est une mauvaise nouvelle pour l'innovation en Europe, car il conduira à ce que l'Europe soit encore plus à la traîne par rapport aux États-Unis et à d'autres pays dans les années à venir. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Alors probablement pas, parce qu'on a déjà connu des cas où des réglementations ont été créées pour évincer les PME d'un marché. C'était il y a quelques années, par exemple, l'affaire de la ouate de cellulose dans les matériaux de construction. Dans le cas du CRA, ce sont toutes les PME du libre qui sont touchées dans l'Union européenne, mais aussi dans tous les pays qui ont une exéquature avec l'Union européenne. Et comme la moitié du libre vient d'Europe, en fait, le CRA menace l'existence même de l'économie du logiciel libre. Alors, on n'a pas le temps de revenir sur cette affaire précisément. Moi, je voulais savoir si tu avais pu évaluer le poids financier aujourd'hui que représentent finalement ces réglementations pour une PME. Alors, Euclidia, lors de la dernière campagne européenne, et je ne suis plus coprésident de Euclidia, a calculé l'ensemble du coût des réglementations. 1 million d'euros pour Secnum Cloud ou NIS2, 50 000 euros pour les directives CRA ou PLD, 200 000 pour les outils de gestion imposés par le AI Act, 50 000 euros pour mettre des backdoors et se conformer au DSA ou à la loi de programmation militaire, 100 000 euros pour mettre en place les futures normes imposées par la loi SREN, et probablement des 100 000 euros à prévoir en contentieux de brevets logiciels qui sont certes illégaux du point de vue de la Convention du brevet européen, mais que pousse la juridiction unifiée du brevet. Donc on est à 1 600 000 euros sur les PME. Autant dire insoutenable. Oui, c'est impossible à soutenir. C'est un peu comme si l'Union européenne avait créé une grosse enclume en se disant que ça va permettre d'arrêter les paquebots que sont les multinationales européennes et qu'on lâche l'enclume sur les petites fourmis que sont les PME pour les aplatir. Donc l'Europe s'est tiré une balle dans le pied. Bon, comment tu vois la suite? Alors, en fait, le problème, c'est que nos politiques et les électeurs se disent aujourd'hui que plus il y a de réglementation, mieux c'est.
Donc, ils n'ont pas encore tout à fait changé. Et ce qui risque de se passer, c'est un peu ce qui est arrivé au Sénégal dans les années 60, où Léopold Sédar Senghor a créé une belle réglementation très protectrice. Mais comme peu d'entreprises payaient les charges pour cette réglementation, elles sont parties, il n'y a plus d'usine à côté de Dakar. Si on veut changer en Europe, en fait, il faut prévoir probablement de déréglementer et de stimuler le marché des PME pour qu'il se développe fortement. Bon, merci beaucoup Jean-Paul Smets d'abord pour cette annonce et nous l'avoir décryptée. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart for Change. C'était Smart Tech. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur la tech et le numérique.